Le condensé de l'actualité de ce samedi, bienvenue, merci de nous rejoindre. L'archevêque métropolitain d'Abidjan a été intronisé ce samedi. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo succède au cardinal Jean-Pierre Cautois. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part à la messe à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau où l'homme de Dieu a invité les Ivoiriens à l'union et à la solidarité. Le grand défi des COP climat, c'est de se mettre d'accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avant la prochaine COP au niveau mondial, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a procédé au lancement des préparatifs des différentes conventions. Nous serons à l'auditorium de la Primature. Et puis la Somalie est de nouveau endeuillée. Au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 60 ont été blessées selon la police lors d'une attaque ce vendredi 2 août à Mogadiscio. Attaque attribuée par les médias d'État aux islamistes Chebab. Bonsoir à tous. Avant de nous rendre dans la corne de l'Afrique, prenons tout de suite la direction d'Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La 10e université public du pays sortira de terre en septembre 2026. Odiéné va abriter ce temple du savoir pour la particularité des modules dans l'agro-industrie et les technologies alimentaires et les sciences vétérinaires et biologiques. Il sera bâti sur 402 hectares et son coût, plus de 114 milliards de francs CFA, financé en partie par la Banque islamique de développement et l'État de Côte d'Ivoire. La première pierre de cette université a été posée ce samedi sur le site dédié par le Premier ministre Robert Begré-Mambé en présence des forces vives et d'une population enthousiaste. Je le disais en titre, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, intronisé ce samedi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. La messe d'intronisation du 5e archevêque d'Abidjan s'est déroulée en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de plusieurs membres du gouvernement. Monseigneur Bessi Dogbo a invité les chrétiens à l'union et à la solidarité. On voit cela avec Jean-Louis Gwambo. Ils sont venus des diocèses d'Agoville, de Bassam, de Yopougon, mais également de villes de l'intérieur du pays. Les chrétiens catholiques n'ont pas voulu se faire compter ce moment mémorable, la messe d'intronisation du 4e archevêque autochtone d'Abidjan. Nous nous réjouissons avec lui et avec toute la communauté catholique pour avoir promu à ce rang un serviteur fidèle et qui a le cœur pour l'œuvre de Dieu. L'Église catholique nous a invités à être là aujourd'hui. Vraiment, c'est une fierté pour moi en tant que catholique d'être ici. C'est devant tous les prêtres, les fidèles, laïcs ainsi que de hautes personnalités que Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a fait sa profession de foi et son serment de fidélité. Moi, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, promu au siège de Abidjan, je serai toujours fidèle à l'Église catholique et au pontife romain. Après avoir reçu le pallium, symbole du pouvoir dont il jouit désormais, le nouvel archevêque est installé par le nonce apostolique sur la cathèdre, le trône liturgique qui lui est réservé dans la cathédrale. Ignace Bessi Dogbo succède ainsi officiellement à Monseigneur Jean-Pierre Cautois, qui, après de sages conseils à son successeur, a dit au revoir au peuple de Dieu par ce cantique. Comment ne pas te louer et comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Dans son homélie, le nouvel archevêque d'Abidjan a mis en garde contre la tentation du mauvais chemin, de la perversion et de l'argent. Une vigoureuse invitation à un changement radical, à la conversion, à un retour à Dieu et à ses chemins, en quittant les chemins de la perversité, de la malice et de la méchanceté. Par cette cérémonie dite de possession canonique, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo entre officiellement en fonction et peut désormais exercer pleinement son office. Je me réjouis de voir que la vie de l'Église est une succession de générations et de générations et qui nous donne aussi des exemples de gouvernance, des exemples d'engagement pour la gloire de Dieu, des exemples d'engagement des hommes et des femmes
pour l'œuvre de Dieu. Âgé de 63 ans, celui qui était précédemment archevêque de Korogo aura sous sa responsabilité environ 300 prêtres et 99 paroisses. Voilà, quittons la cathédrale Saint-Paul pour l'auditorium de la primature, toujours au plateau. Le ministre Jacques Assaouré-Conan a procédé au lancement des préparatifs des différentes conventions dénommées COP. Objectif, arrêter des mesures pour une meilleure participation à ces rendez-vous internationaux. Regardons. Une participation plus réussie aux différentes conventions des parties COP sur la biodiversité, les changements climatiques et la désertification. C'est tout le sens de cette rencontre organisée par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Pour ce faire, il est prévu la mise en place d'un comité permanent composé des ministères sectoriels et parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l'action climatique. Les conférences des parties sont des plateformes essentielles où les dirigeants mondiaux, les experts et les acteurs de la société civile se rassemblent pour trouver des solutions collectives aux problèmes urgents qui menacent notre planète. Au regard des enjeux actuels, les 3 COP représentent une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire et lui offrent la triple occasion d'affirmer son ancrage dans la lutte contre le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et la désertification. La participation de la Côte d'Ivoire à ces différentes rencontres répond à plusieurs motivations. La mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national et le financement d'autres initiatives telles que Abidjan Legacy Programme. La stratégie nationale de biodiversité actualisée et alignée sur le cadre mondial de biodiversité de Kunming-Montréal demeure une préoccupation majeure. C'est dans ce cadre que mon département ministériel vient d'élaborer un portefeuille national des projets visant à mettre à la disposition de nos partenaires techniques et financiers des opportunités de financement. Le ministre Jacques Assaouré-Conan exige aux participants des COP précédentes un rapport d'activité. On attend aussi beaucoup des patrons d'établissements sanitaires. 15 d'entre eux ont reçu leur contrat pluriannuel d'objectifs des mains du ministre de la Santé, Pierre Demba, qui souhaite l'efficacité dans le travail, appelle ses directeurs à rendre opérationnelle la couverture maladie universelle. C'est ce que nous apprend Didier Nguessan. Ils sont les premiers responsables des établissements publics hospitaliers nationaux et EPHN. Au nombre de 15, ils reçoivent leur contrat d'objectifs et de moyens des mains du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, qui les met en mission pour le bien-être des populations. Ces contrats constituent l'instrument essentiel qui crée la passerelle entre les objectifs stratégiques de l'État en matière de santé et les actions que nous devons mettre en œuvre sur le terrain. Il nous incite à l'efficacité, à l'efficience, à la qualité et in fine à la performance de nos établissements respectifs. Au nom des partenaires du système de santé, la chef de bureau OMS en Côte d'Ivoire s'est félicitée des résultats de la coopération entre les deux parties. Les réformes et initiatives visent à permettre au système de santé ivoirien de garantir une offre de services et de soins de qualité, financièrement et géographiquement accessible à toutes les franges de la population. Le ministère de la Santé travaille à consolider les acquis, aussi bien en termes d'infrastructures sanitaires que de ressources humaines de qualité. Vous devez en un mot vous atteler par vos actions à améliorer l'image quelque peu ternie de l'hôpital afin de rendre notre système sanitaire plus efficace, plus robuste et plus résilient. Ces contrats définissent les objectifs précis, des critères de performance rigoureux et des mécanismes d'évaluation pour suivre vos progrès. Nouvellement nommés pour certains et confirmés au poste pour d'autres, les directeurs se sont engagés à honorer leur part du contrat. Le travail bien fait prend toujours la lumière. L'État n'est pas insensible aux efforts, surtout aux meilleurs résultats, d'où l'institution du prix de l'excellence. Lundi prochain, 77 prix seront décernés à 78 lauréats. Les personnes qui ont déjà touché à ce prix n'oublient pas qu'elles doivent maintenir le cap. Mama Traoré les a rencontrés.
Au Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara, le laboratoire ne chôme pas. Chaque jour, il faut veiller à livrer les résultats des examens de centaines de patients atteints ou non de cancer. Tout ceci sous l'œil vigilant du professeur Catherine Boni, la chef de service. Nous avons participé à l'amélioration de la prise en charge des patients, notamment les sujets masculins qui venaient pour faire le dépistage pour le cancer de la prostate. Le laboratoire a mis en place un système pour pouvoir dépister plus de 2000 patients. Et cela s'est fait non pas seulement avec ma modeste personne, mais avec toute l'équipe. De telles performances ont valu en 2023 à ce maître de conférence agrégé de biologie médicale le prix d'excellence du meilleur cadre supérieur de santé, une consécration après 25 années de carrière. Pour autant, professeur Catherine Boni préfère se focaliser sur ce qui demeure l'essentiel pour elle, la guérison des malades. Ce sont des patients qui ont une pathologie assez lourde et qui ont besoin d'attention, qui ont besoin qu'on leur donne le meilleur de nous-mêmes. Il faut dire que le travail, la résilience, la performance, toujours la recherche du bien-être des patients, ça paye. Depuis qu'il a découvert les nouvelles technologies, Bakary Camara ne s'en passe plus. Je faisais un travail avec 15 secrétaires en 19 jours. Le jour où j'ai digitalisé ce même travail, je l'ai fait en 5 minutes. Bakary Camara est depuis lors un passionné de l'outil informatique, au point de créer en 1995 une entreprise dont la vocation sera de démocratiser l'accès au numérique dans tous les secteurs d'activité. L'expérience marche depuis près de 30 ans et impacte le quotidien de millions de personnes. L'initiateur s'est vu distingué en 2023, prix d'excellence de la meilleure contribution à la vulgarisation des usages du numérique. Lorsque l'État a voulu créer le guichet unique du commerce extérieur, le IGUS, pour la promotion de ce IGUS, nous nous sommes engagés et on a développé la première plateforme pour que les droits d'exportation soient payés en ligne. Aujourd'hui, partout où je parle TIC, ou bien je parle de mon expérience, je suis écouté. J'arrive à convaincre plus facilement des jeunes qui rentrent dans ce domaine. Élue à la tête du conseil régional du Cavali depuis 2018, Anne-Désirée Ouloto ne cesse de travailler à améliorer les conditions de vie de ses administrés. Les actions posées motivent sa désignation l'an dernier comme prix d'excellence du meilleur élu local. Lorsque vous éprouvez tant de joie et de fierté d'avoir donné le meilleur de vous-même, vous avez envie de continuer de prouver que vous êtes capable. J'espère, avant la fin de ce second mandat à la tête de la région du Cavali, pourquoi pas avoir une autre étoile. C'est ce lundi 5 août que les vainqueurs de l'édition 2024 seront connus. 77 prix seront décernés à 78 lauréats issus de tous les secteurs d'activité. Et pour ne retenir que les meilleurs, certains établissements passent par des épreuves. Les épreuves écrites du concours d'entrée à l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, ont débuté vendredi en présence du ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Dumandi. Admise au baccalauréat scientifique 2024, Linda, 17 ans, rêve de faire carrière dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour se donner les chances de réaliser cette ambition, elle est candidate au concours d'entrée à l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. En intégrant l'ESATIC, je pense que je pourrai avoir la chance de pouvoir réaliser mon rêve et être ingénieur en intelligence artificielle. D'après mes informations, c'est la meilleure école qui forme pour ce métier-là. Ils sont nombreux, ces jeunes attirés par les métiers des TIC. Ce vendredi au lycée classique d'Abidjan, 1562 candidats sont en lice pour le concours d'entrée à l'ESATIC. J'ai décidé de passer ce concours parce que je veux me former en cybersécurité. L'établissement se veut très sélectif. Sur les 1562 prétendants, seulement 150 seront retenus pour la licence et 45 pour le master. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté, donne le top départ des épreuves. Mathématiques, physique, français et anglais sont les disciplines soumises à la sagacité des candidats. Les jeunes
ont compris que les TIC sont un domaine dans lequel ils peuvent trouver place et s'exprimer. Nous formons en ce moment en Côte d'Ivoire à peu près 300 ingénieurs. Nous devrons dans les 3 prochaines années passer à 1000 ingénieurs par an. Le président de la République a décidé de faire en sorte que les technologies numériques soient intégrées dans tous les secteurs d'activité de sorte à transformer la structure de notre économie. Les résultats du concours seront proclamés le 14 août 2024. La reprise des classes est prévue au mois de septembre. À peu près le même décor, feuilles et stylos pour les militants du RHDP. Ils sont formés sur l'idéologie du parti, les orientations et les conduites à tenir. Formation assurée par le bureau de la coordination de la région Sud-Comoé, conduit par le docteur Eugène Akaouele. Jean-Luc Mambo. À quelques mois des échéances électorales, les militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sont plus que jamais mobilisés afin de gagner ces élections et de conserver le pouvoir. Dans le Sud-Comoé, la coordination s'est retrouvée dans la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau. Objectif, faire connaître les nouvelles instances du parti et leur fonctionnement. En 2025, il y aura les élections présidentielles. Et bien entendu, le parti qui est au pouvoir, le RHDP, qui entend le conserver avec son président actuel, dont on connaît le leadership à travers l'Afrique, à travers le monde, dont on connaît le travail gigantesque qu'il a battu au plan économique, social, environnemental et culturel. Le RHDP ne peut que commencer à se préparer pour ces échéances. Un bon militant, c'est celui qui est bien formé, qui est engagé, qui est discipliné. Au cours de cette rencontre, les militants ont attentivement écouté les conseils des responsables du parti. Ils se sont dit heureux d'avoir pris part à cette rencontre. Je m'engage et je m'engagerai vraiment à conduire tous ces jeunes-là à la victoire du président Alassane Ouattara en 2025. Pour gagner les élections de 2025, le RHDP procède également à la formation de ses militants. Ceux du Sud-Comoé ont été formés à l'organisation et à l'idéologie du parti par le professeur Priva Nguessan. Les militants ont salué l'initiative. J'ai beaucoup appris au cours de cette formation. J'ai appris qu'un militant doit être discipliné, doit écouter sa hiérarchie. J'ai appris aussi comment le parti est structuré. J'ai appris aussi comment nous devons voter en 2025. Les militants du Sud-Comoé ont exprimé leur union autour du coordonnateur principal de la région pour la victoire de leur parti. Même son de cloche dans le Gontougo, on pense à la victoire du RHDP en 2025, une victoire qui devrait passer par la formation des responsables de structures et des militants de base, initiative de la coordination régionale du RHDP dans le Gontougo. Herman Niamia. La salle fatiguée de la mairie de Bondoukou s'est avérée exiguë pour accueillir les responsables des structures, les militants de base et les cadres du RHDP pour cette formation de renforcement des capacités. À travers cette formation, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix veut se donner les moyens de triompher encore à l'élection présidentielle de 2025. Cette formation a pour but de donner les éléments aux structures du parti dans le Gontougo, pour que dans le Gontougo, nous puissions atteindre et dépasser même les taux que nous avons eus aux élections passées. C'est ça l'objectif. Des formateurs tels que Traoré Boubacar et Aliagi Soumaïla ont transmis des connaissances essentielles pour renforcer les capacités des participants en vue des élections de 2025. Nous sommes venus ici avec 3 modules de formation. Un premier module qui concernait l'organisation et l'idéologie même de notre parti, le RHDP, que nous allons déployer selon l'organisation. Et puis il y a un second module qui est consacré aux militants modèles. Qu'est-ce qu'un militant modèle pour le RHDP? Nous avons développé ce module. Et en troisième module, les préparatifs de la liste électorale. Les participants ont salué cette initiative du parti qui, selon eux, a été très bénéfique. Je suis du moins satisfait parce que au moins on a eu une formation qui nous permet de comprendre beaucoup de choses et qui nous permet d'aller sur le terrain et sur de nouvelles bases. Ce séminaire de formation, selon les responsables du RHDP, est une étape déterminante pour le parti dans ses préparatifs des élections de 2025.
L'actualité, c'est aussi la fête de l'indépendance de notre pays qui sera célébrée le 7 août prochain. Comment se prépare la fête à Séguéla? Notre reporter a cherché à savoir. Le 7 août, une date qui reste gravée dans la mémoire des personnes âgées, à Séguéla notamment, puisque c'est grâce aux fêtes tournantes que la localité a amorcé son développement. On remonte dans le temps également avec Éric Ogoré. Séguéla, chef-lieu de la région du Ouorodougou. C'est aussi la ville natale de nos illustres disparus que sont l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko et l'ex-président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. La localité est située à 490 km d'Abidjan pour une population estimée à plus de 100 000 habitants. Déjà, cette localité vit au rythme de l'indépendance à quelques jours de la célébration officielle. Ici, on met les bouchées doubles pour festoyer véritablement, comme ce chauffeur qui a peint son véhicule en orange, blanc et vert. Bon, parce que j'aime mon pays, que la Côte d'Ivoire. Comme la fête d'indépendance approche, voilà pourquoi j'ai préféré rendre ma voiture orange, blanc, vert. Dans certaines familles, le mouton est au menu. Les moutons, là, il y a des invités qui viennent, on fait la fête ensemble. Très, très content. Les jeunes font de l'indépendance de la Côte d'Ivoire un événement majeur, historique et particulier. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, nous attendons ça avec bras ouverts et nous sommes au four, au moulin pour la mobilisation, pour que cette fête soit belle, Inch'Allah. Ce septuagénaire se souvient des fêtes tournantes. En effet, la localité a accueilli les festivités tournantes de la Côte d'Ivoire en 1978, motif de développement de leur localité. Nous sommes au stade Loceni Soumaro, qui a été fait pendant cette fête tournante. Et ça a été inauguré par un match Africa-Gagnoa pour la Coupe nationale. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, car c'est tout le pays qui est en chantier avec Alassane Ouattara. L'indépendance de la Côte d'Ivoire est un prétexte pour ces Séguélais de renforcer leur cohésion autour de cette région et mieux autour de la mère patrie, la Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Et restons dans les souvenirs pour visualiser cette fois cette Côte d'Ivoire autrefois à travers les yeux du général Koulibaly, ancien pilote de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Le PCA d'Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui âgé de 81 ans, est témoin de nombreuses étapes clés de l'histoire de notre indépendance. Sidonie Davila l'a rencontré. Regardons. En 1960, lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il n'avait que 17 ans. Né dans une famille modeste, le général Koulibaly rêvait de voler. Sa détermination l'a propulsé vers les cieux, jusqu'à devenir, par un incroyable coup du destin, le pilote personnel de feu Félix Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny était piloté par des Français, ce qui est normal, hein. Ils avaient plus d'expérience que moi. Ma chance, c'est qu'au cours d'une mission du président Houphouët-Boigny, il y a le copilote qui est un Français qui était malade. Et moi, j'ai eu la chance d'être le copilote. Voilà où est partie l'aventure. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu ma place. Des anecdotes et des moments uniques passés aux côtés du père de la nation ivoirienne, il les garde précieusement. Ce jour-là, je me rappelle, on a fait le voyage à Abidjan-Casa, c'était en 1987. Nous sommes arrivés pratiquement, si tu veux, à plusieurs niveaux. Et il faut qu'il suit toujours la trajectoire de l'avion. S'est rendu compte qu'on était arrivé et qu'on ne se posait pas. Il était très impatient. Il m'a envoyé plusieurs fois M. Ouyen pour demander mais qu'est-ce qui se passe. Alors, pour le rassurer, je me suis levé pour aller bien faire. Mais je crois que je n'ai pas bien fait parce que finalement, il m'a renvoyé à ma place. Il m'a dit, si vous voulez que je sois plus rassuré, allez vous asseoir. Après la mort du premier président de la Côte d'Ivoire en 1993, l'actuel PCA de Air Côte d'Ivoire continue de servir son pays jusqu'à l'ère du président Alassane Ouattara. J'ai eu à faire quand même beaucoup de voyages avec le président Alassane Ouattara. Et en particulier, quand le président Houphouët-Boigny se trouvait en France pour des soins, nous allions pratiquement, je dirais, presque dans le monde, on allait peut-être 2 fois, parce qu'il allait rendre compte directement au président Houphouët-Boigny. Donc,
à la fin, donc je peux dire qu'à partir de 1990, j'étais pratiquement le pilote du président Alassane Ouattara. Fier d'être l'un des témoins de l'évolution de la Côte d'Ivoire, le général Koulibaly voit un avenir prometteur pour son pays. Et puis un mot sur les JO de Paris et cette désillusion pour la sprinteuse Marie-Josée Tallou. Considérée comme une des chances de médaille de la Côte d'Ivoire, Marie-Josée Tallou n'a pu réaliser son rêve d'accrocher une médaille olympique au cou. Alignée dans le couloir numéro 3, Tallou, diminuée par une blessure, a franchi la ligne d'arrivée en 8e position dans sa série. Une autre contre-performance pour la sprinteuse ivoirienne après avoir terminé 2 fois 4e aux Jeux olympiques de Rio 2016 au Brésil et à Tokyo au Japon en 2020. Et puis dans le reste de l'actualité, la Somalie est de nouveau endeuillée. Au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 60 ont été blessées selon la police lors d'une attaque ce vendredi 2 août à Mogadiscio. Autour de 22h heure locale, un attentat suicide suivi de tirs d'armes à feu a eu lieu sur la très fréquentée plage du Lido. Une attaque attribuée par les médias d'État aux islamistes Chebab. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Très belle soirée. Dieu nous garde. Bonsoir.